Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin à l'occasion de la conférence de Montréal. Et ce, même si hier soir, la séance du Conseil de ville de Longueuil s'est terminée à près de minuit. Mais je suis particulièrement enthousiaste, sans blague, d'être ici parmi vous parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a à peine quelques semaines, voire même quelques jours, il y a eu la désignation officielle par le gouvernement du Québec de la 4e zone d'innovation, Espace Aéro. La zone d'innovation en aérospatiale du Québec, qui compte 3 pôles, l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal, la ville de Mirabel et la ville de Longueuil, et plus particulièrement son arrondissement de Saint-Hubert. La nouvelle zone d'innovation a 2 principaux objectifs. On tend vers l'autonomie, donc tout ce qui est relié aux drones. Ça va se passer particulièrement à Mirabel. Ensuite, à Longueuil et à Saint-Laurent, on va plutôt parler de décarbonation. Et aujourd'hui, c'est le thème des discussions qui vont nous animer ce matin, la décarbonation de l'industrie aérospatiale. On le sait, puis je peux vous dire que les villes sont en première ligne pour être témoins des effets des changements climatiques dans nos communautés. Je pense que, évidemment, la démonstration n'est plus à faire. C'est un défi qui est majeur. Et on va se le dire, l'industrie aérospatiale a des grands défis à relever en la matière. On sait, selon les estimations, que les activités liées à l'industrie aérospatiale représentent de 2 à 3 % des émissions de gaz à effet de serre. Et l'OACI a des objectifs très ambitieux pour l'industrie, puisqu'on vise la carboneutralité d'ici 2050. Dans ce contexte-là, alors qu'on constate une hausse du transport des passagers puis une hausse du transport en matière de logistique, on peut quand même réalistement se demander, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de décarboner l'industrie aérospatiale? Eh bien, la réponse, c'est s'il y a bien un endroit au monde où ça peut se faire, c'est ici, au Québec. On a plusieurs avantages concurrentiels pour se positionner comme étant des chefs de file de la décarbonation de l'industrie. D'abord, l'industrie aérospatiale au Québec, en quelques chiffres, c'est plus de 41 000 emplois. L'aérospatiale, en fait, figure au sommet des exportations du Québec. Même à l'échelle du Canada, l'exportation d'aéronefs à partir du Québec, ça représente 90 %. Donc, à l'échelle du pays, c'est vraiment majeur. Mais surtout, on se distingue par l'excellence de nos établissements postsecondaires, par la recherche qui s'effectue chez nous et par la formation également. Et ce qui est au cœur de la zone d'innovation en aérospatiale du Québec, c'est cette vision tournée vers la recherche et la formation de la main-d'œuvre. Et je tiens à souligner le Centre collaboratif d'innovation en aérospatiale qui sera développé à Saint-Laurent, donc dans la ville de Montréal. Et ce sera la plus grande concentration d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, donc ce n'est pas rien. Puis je peux pas passer sous silence également ce qui va se passer chez nous à Longueuil avec la mise en place de notre avec notre aérocampus, donc qui va rassembler sous un même toit non seulement l'École nationale d'aérotechnique qui est déjà fort connue dans notre milieu puis pour l'industrie, mais également l'École des technologies supérieures, l'ETS, qui va venir s'établir chez nous à Longueuil, qui va compter à terme plus de 400 étudiants spécialisés dans un programme de génie aérospatial et bien sûr le CTA, le Centre des technologies aérospatiales également qui est sur notre territoire, qui va faire de l'aérocampus de Longueuil le plus grand pôle de formation en Amérique du Nord et le seul en français. Donc c'est bien de quoi nous rendre très fiers. Et vous le savez, avant même la désignation de la zone d'innovation par le gouvernement du Québec, puis d'ailleurs, on va se le dire, le ministre Pierre Fitzgibbon a qualifié notre projet d'assez phénoménal. Donc, on a vraiment de quoi être fiers. Et toute l'équipe d'Aéro Montréal qui a porté également le projet de la zone, son travail doit être souligné à grands traits. Mais donc, pour revenir à l'École nationale d'aérotechnique, je veux souligner qu'avant même la désignation de la zone d'innovation par le gouvernement du Québec, on parle d'une augmentation des inscriptions de plus de 40 % dans la dernière année. Puis ça, c'est vraiment de bon augure parce que ça veut dire qu'il y a plein d'étudiants, de jeunes de 16, de 17 ans
qui voient dans l'industrie aérospatiale un domaine d'avenir, un domaine où ils peuvent contribuer concrètement à lutter contre les changements climatiques puis à participer à la transformation de l'industrie. Alors, c'est de bon augure. Moi, je suis convaincue qu'on peut léguer aux générations futures une industrie aérospatiale qui soit propre, qui soit prospère et qui soit alignée vers nos objectifs ambitieux environnementaux. Et qui de mieux pour en parler ce matin que nos panélistes que nous accueillons sur la thématique de la décarbonation. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin pour vous les présenter. D'abord, celui qui aura la tâche de modérer ce panel, Guillaume Côté, qui est le nouveau PDG du Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec, le CRIAC, dont la mission est d'accroître la compétitivité de l'industrie aérospatiale en stimulant l'innovation des entreprises par la recherche et développement collaborative. Son rôle est de rassembler les écosystèmes et de développer une nouvelle génération d'innovateurs pour renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'applications aérospatiales d'avant-garde. Jean Thomasin, directeur exécutif Nouveaux produits et services Pratt & Whitney Canada. Dans le cadre de ses fonctions, M. Thomasin supervise les efforts déployés par l'entreprise pour élaborer des exigences pour les futurs systèmes de propulsion durable, les technologies et les modèles d'affaires. Et tout ça à Longueuil, on le sait, Pratt & Whitney est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et l'entretien des moteurs équipant les avions d'affaires, les appareils de l'aviation générale, les avions de transport régional et les hélicoptères. Mélanie Vissier, j'en ai parlé tout à l'heure, d'Aéro Montréal, qui est la PDG. Mis sur pied en 2006, Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats. Aéro Montréal a pour mission de rassembler tous les acteurs du secteur autour d'objectifs communs et d'actions concertées en vue d'augmenter la cohésion et aux fins d'optimiser la compétitivité, la croissance et le rayonnement de la grappe aérospatiale afin qu'elle demeure une source de création de richesses encore plus importante pour le Grand Montréal, incluant Longueuil et Mirabel, le Québec et le Canada. Abba Gogra, chef de la technologie et des produits chez CAE. À titre de chef de la technologie et des produits, Mme Degra dirige les équipes technologiques mondiales de CAE en aidant à façonner l'orientation stratégique générale de l'entreprise afin de maximiser la croissance des affaires tout en supervisant le développement de la feuille de route numérique et technologique de CAE. Fondée à Saint-Hubert, arrondissement de Longueuil, en 1947, CAE est un leader mondial dans le domaine des technologies de simulation et de modélisation des solutions intégrées de formation destinées à l'aviation civile, aux forces de défense et de sécurité et du domaine médical. Patrick Germain, professeur à l'École de technologie supérieure, a été nommé directeur du département de génie aérospatial, récemment créé à l'École de technologie supérieure qui s'en vient à Longueuil. Il a récemment créé le programme de baccalauréat en génie, comme je le mentionnais. Il est un partenariat entre l'ETS, l'École nationale d'aérotechnique et le Centre de technologie en aérospatiale. Célébrant son 50e anniversaire cette année, l'ETS se distingue par son approche pratique axée sur les besoins de l'industrie et de la société, tout en poursuivant sa mission de contribuer au développement économique et technologique du Québec. Il me fait donc plaisir de céder la parole à ces experts qui sauront vous parler en détail de la décarbonation de l'industrie et des défis majeurs qui nous attendent. Merci beaucoup et bon panel! Bonjour tout le monde, merci pour l'introduction. Malheureusement, je n'ai pas de lien avec Longueuil, mais je vais y travailler. Ça sent bien, ça sent bien. Je m'excuse pour ma voix. C'est pas voulu. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, le contexte, c'est le défi d'atteindre la carboneutralité en aviation civile d'ici 2050. Pour ce faire, il y a plusieurs grands défis, plusieurs dimensions à cet effort commun. Donc, premièrement, il y a les panélistes ici ils vont discuter avec vous ce matin des modes de propulsion ou des carburants, les carburants durables, l'hydrogène, les modes de propulsion comme hybride électrique.
Les avions aujourd'hui, il faut vraiment le mentionner, ils sont très efficaces. Que ce soit au niveau de l'aérodynamisme, du poids, la consommation du carburant, on a atteint un niveau d'efficacité qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 20 ans. Mais pour atteindre la carboneutralité, il va devoir y avoir de nouvelles architectures, de nouveaux designs. On a besoin d'un changement de paradigme. Donc, les panélistes aujourd'hui vont vous donner un aperçu de la complexité et des différentes dimensions qui doivent être prises en compte dans cet effort. On va parler aussi de la place des technologies digitales dans l'atteinte de la carboneutralité. Et les panélistes vont discuter des gains environnementaux qui peuvent être atteints sur le plan de la logistique et de meilleures opérations aéroportuaires. À mon avis aussi, il va être vraiment intéressant d'observer où va se situer le point d'équilibre entre les modèles d'affaires et l'acceptabilité sociale. En résumé, le panel va discuter des solutions à explorer, les nouvelles configurations et architectures, les carburants, selon les besoins de mobilité, longue distance, courte distance, des personnes ou des marchandises. On va parler aussi des types de partenariats qu'on va voir émerger. Et j'en suis certain que les panélistes vont accompagner votre petit déjeuner d'unités de mesure telles que consommation énergie par siège kilomètre. Avant tout, ce panel est pragmatique. Il offrira des perspectives sur ce qui est fait aujourd'hui, des pistes de solutions concrètes et qu'est-ce qu'on doit envisager dans le futur proche, incluant au niveau de la prochaine génération de talents. Alors, en 3 blocs. Premier bloc, obstacles et défis. Deuxième bloc, mode de collaboration. Troisième bloc, une fenêtre sur l'avenir. Au niveau des obstacles et des défis, j'aimerais commencer avec Patrick. Oui. J'aimerais que tu nous parles un peu des compétences attendues, les attentes envers la nouvelle génération d'ingénieurs et de professionnels pour l'atteinte de la carboneutralité. OK. Je peux certainement en parler. Quand j'ai été embauché par l'ETS, mon mandat, c'était de créer un programme de bac en génie aérospatial. Et je suis parti de la vision, enfin, en une phrase, pour la création du programme, je suis parti. Ce qu'on a besoin, c'est de former des ingénieurs qui, en travaillant ensemble, sont capables de faire voler un aéronef, de faire fonctionner un moteur et faire voler un astronef. Et donc, ça, c'était la vision première. Et ce que ça représente, donc on a bâti le programme sur ce que j'appelle les fondamentaux en aéronautique ou en aérospatial. On veut des avions qui sont légers, donc on veut des matériaux légers et durables. On veut des moteurs efficaces. On veut évidemment réduire la traînée pour réduire la taille des moteurs. Et évidemment, on veut savoir où on s'en va quand on pilote ou on veut en fait avoir des systèmes de navigation, des systèmes d'avionique, tout intégré évidemment dans l'aéronef. Et tout ça dans un contexte où on veut des produits qui sont sécuritaires et certifiables. Donc, on remplit un programme de bac assez facilement avec ça. Évidemment, le programme qu'on a créé doit être agréé par Ingénieurs Canada, donc le Bureau canadien d'agrément des programmes en génie. Et donc, on a facilement rempli. Donc, les gens qu'on va recruter, c'est des gens qui sont passionnés par l'aérospatial et qui veulent faire de l'aérospatial. Donc, des gens qui sont, dans notre cas à l'ETS, des gens très hands-on. Mais évidemment, l'aérospatial, ce n'est pas qu'un département. Il y a en fait des activités de recherche et d'enseignement dans d'autres disciplines, comme le génie électrique, génie mécanique, génie logiciel, génie des systèmes. Donc, il y a d'autres domaines ou sous-domaines techniques qui débordent un peu le cadre du génie aérospatial. Et donc, on fédère tous ces intérêts-là à l'ETS à travers notre organisme qu'on appelle l'Aéro-ETS. Donc, c'est une collection de gens qui dépassent le seul département. Et évidemment, là, ça c'est l'ETS, mais à partir de là, évidemment, je vais plaider pour tout ce qui est programme d'innovation, de recherche au 2e et 3e cycle. Là, maintenant, je parle au nom de toutes les universités, pas juste à Montréal, mais au Québec,
qui sont dans le domaine de l'aérospatial. Donc, ne pas oublier, je pense que l'innovation, la recherche, la collaboration universitaire, c'est un bon véhicule pour l'innovation, en particulier pour des technologies qui sont à bas niveau de maturité. Donc, merci. On va revenir sur la collaboration. Toujours au niveau des obstacles et des défis, Jean, si tu peux nous parler un petit peu des nouveaux modèles d'affaires que vous voyez émerger. Oui, en fait, avant de parler des modèles d'affaires, on va juste essayer d'amener tout le monde au même niveau en termes d'ordre de grandeur. Tout le monde conduit une voiture. Si c'est une voiture à gasoline, elle doit consommer quelque chose comme 10 litres au 100. Donc, ça fait à peu près 100 kWh pour faire 100 km. Donc, si vous êtes 2 à bord, vous tombez à 50, 3, 30, etc. Un avion, c'est de l'ordre entre 2 et 3 litres au 100 par passager. Donc, on parle de 20 à 30 kWh par passager pour faire 100 km. Parce que les avions sont très efficaces, comme tu mentionnais, pour une bonne raison, c'est que l'équipement est toujours rempli à 100% et les moteurs sont sollicités au maximum de leur performance toujours. Donc, le plus grand défi, là, c'est de demeurer sur la Terre. En fait, on veut voler, mais il faut quand même que la thermodynamique fonctionne. Donc là, on parle de véhicules qui sont vraiment performants et puis on veut les améliorer encore et toujours. La deuxième chose, on va en parler, c'est la source d'énergie. Donc, l'élément principal, là, le défi principal de l'industrie, je dirais, de l'écosystème, c'est de continuer de minimiser la consommation d'énergie, les kilowattheures, par litre, par kilomètre passager. Donc ça devrait être notre règle de base. Maintenant, le type d'énergie. L'énergie vient toujours de l'hydrogène, en fait, mais quand l'hydrogène est attaché au carbone, ça fait un mélange qui est très compact en termes de densité d'énergie, densité de puissance. Donc, c'est bien d'utiliser. Donc, par définition, si on minimise la consommation d'énergie pour faire notre travail, on va minimiser les émissions de carbone qui sont émises. Si on prend ce carburant-là, évidemment, le carburant peut venir de différentes sources, mais à la toute fin, il faut faire la boucle au complet. Il faut minimiser la consommation d'énergie par kilomètre passager. Donc ça, c'est le grand défi de l'industrie. L'autre grand défi, c'est qu'il y a beaucoup de ça qui vient de l'avion, évidemment. Il faut réduire la traînée, il faut améliorer les lifts, en fait, la portance sur la traînée, ce ratio-là qui est un ratio très important, mais aussi dans le moteur, et puis il faut explorer des cycles qui sont plus performants. On va en parler peut-être un peu plus tard aussi quand je vais parler des concepts hybrides électriques. Mais quand on parle d'hybride électrique, dans notre cas, c'est qu'on veut toujours minimiser la consommation d'énergie. Donc, c'est agnostique à la source d'énergie. Puis c'est pas des systèmes qui sont exclusifs. Donc, un système hybride électrique peut fonctionner à l'hydrogène un jour, mais à la base, il faut vraiment minimiser la consommation d'énergie. Ça, c'est le défi principal. OK. Merci. Merci, Jean, pour le survol physique 101 de l'ingénierie en aérospatiale. Abba, maybe in English. So what can you tell us about how digital technologies are helping or supporting the design or development of new technologies to achieve carbon neutrality? So I'm going to speak in English, still working on my French. Digital technology actually is at the center. I heard John Thomason saying energy. I'm sorry, I'm going to take this off. Before working with CAE, I was with Schneider Electric, and we say at the heart of sustainability is digital, which should eventually result into reduction of energy consumption. Because the biggest carbon emission happens when the energy is being utilized. So at the heart of it is, how do we apply every kind of tech to reduce energy consumption? Specifically at CAE, sustainability has been part of our vision for many, many years. I'll specifically talk about a particular sector where we are investing in a big way, and it's called advanced air mobility. Just to define what advanced air mobility is, it's what you will hear as eVTOLs, electrical vertical takeoff and landing,
but it also has other forms like drones, unmanned air vehicles, which is used in defense systems. That is something which is looked as an alternate to the traditional air transportation. It's at the intersection of helicopters and the full flights aircrafts that we go with. We are working on 2 or 3 initiatives specifically there. One is looking at the challenges that this sector is facing. There are 3 challenges in specific. Operation challenges. So when you are in a high-range air transportation, the challenges that are faced by eVTOLs or drones is very different. You are in highly congested air corridors, big cities, congested cities, lot of landing and takeoffs, single pilot cockpit, or maybe unmanned completely. So very different kind of operational challenges compared to what you will traditionally see in aviation. The second challenge this industry is facing is social acceptance. We are talking about high-density cities. So one would be very careful to avoid any kind of fatality. So these are the areas that CAE is actively working on. So what we are doing right now is we are looking and working on developing new kind of training mechanisms and new training devices so that we can avoid a lot of training sessions on the live aircrafts. Just to give you an idea, a single session spent 1 minute on a fighter jet is equivalent to 24 hours training on a simulator. Single minute to 24 hours. So that's kind of technology that we are developing. The third piece which is impacting us is the shortage of pilots. The pilots that will be needed for these devices are going to be at the intersection of fixed wing and rotary wing. So we are developing new curriculums and working with them to actually apply technology to train them in a better way. Thank you. That's very interesting. So maintenant que nous avons parlé des technologies digitales, des besoins de formation et que nous avons un cours de physique 101 sur l'aérospatiale, Mélanie, j'aimerais que tu nous parles un peu comment outiller les plus petites entreprises, les PME, pour qu'elles réussissent la transition. Absolument, c'est avec plaisir, Guillaume. C'est parler d'aérospatiale au Québec sans parler des PME, ce serait manquer complètement une partie des défis ou des obstacles qu'on va avoir, auxquels on va avoir à faire face, parce que c'est vraiment la base de notre tissu industriel. Et surtout en termes d'éco-responsabilité, souvent l'impulsion vient soit des régulateurs, donc de ceux qui font les lois, ou des grands joueurs. Donc, il faut vraiment s'assurer, si on veut que notre industrie demeure compétitive et atteigne les cibles de carboneutralité en 2050, d'inclure aussi les PME. Donc, c'est essentiel. Et ce qu'on a fait au Québec, et je suis fière de dire qu'on est probablement la seule nation qui le fait à ce niveau de granularité-là, c'est vraiment d'offrir à nos PME un diagnostic qui leur permet d'identifier où est-ce qu'ils se situent en termes de carboneutralité. Donc, non seulement dans leurs opérations, mais aussi dans comment ils réagissent aux nouveaux designs et comment ils incorporent des nouveaux matériaux. Donc, on s'est vraiment associé avec une firme qui est Coesio, et qui a fait toute une analyse de diagnostic pour nos PME et de pouvoir les aider à trouver un peu la route vers la carboneutralité pour demeurer compétitifs, pour demeurer de bons fournisseurs pour les donneurs d'ordre. Et on a parlé aussi beaucoup du numérique. Il y a une autre chose qui est, quand on parle de durabilité, important de parler aussi de cybersécurité, parce que les attaques se multiplient sur les entreprises, mais aussi sur les futurs véhicules qui vont être autonomes. Il va falloir s'assurer que les entreprises sont cyber-résilientes. Donc ça, c'est une chose aussi d'accompagner les PME pour s'assurer qu'elles sont conscientes des risques sur le développement de leurs produits, sur leur entreprise, et de pouvoir les aider à acquérir les normes mondiales en termes de cybersécurité pour qu'elles puissent continuer à compétitionner sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Merci, Mélanie. Maintenant, au niveau du deuxième bloc, les modes de collaboration, j'aimerais Mélanie, que tu poursuives sur Espace Aéro. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, en fait, je vais commencer par peut-être une petite histoire personnelle. Moi, j'ai commencé à travailler chez Bombardier en aérospatiale en 99.
Et en 99, l'innovation se faisait derrière des portes closes. Et non seulement derrière des portes closes, mais ça prenait un badge spécial. C'est encore le cas dans certaines entreprises et c'est normal parce qu'on veut protéger la propriété intellectuelle, mais l'ensemble des innovations se faisait vraiment dans des lieux clos où seuls les innovateurs avaient accès. Avec Espace Aéro, on va changer complètement cette mentalité-là, en partie parce qu'on va colocaliser des entreprises, des universités, des centres de recherche dans des lieux physiques où il va pouvoir se passer l'innovation, mais en mode vraiment collaboratif. Donc, vraiment, sur les deux thématiques dont Mme la mairesse a parlé, donc décarbonation et autonomie ou mobilité aérienne avancée, c'est sur ces deux thématiques-là qu'on va faire travailler les gens ensemble et c'est un modèle tout à fait unique. Donc, de voir l'industrie aérospatiale qui innove normalement de façon assez traditionnelle se regrouper et déterminer ensemble des thématiques sur lesquelles ils vont pouvoir travailler, de le faire dans des lieux communs avec des équipements communs, ça, c'est tout à fait inouï et tout à fait innovateur dans le modèle d'affaires. Merci. Patrick, maintenant, de ton point de vue universitaire, académique, quels sont les nouveaux modes de collaboration qui peuvent faire avancer la carboneutralité? Quelles sont les leçons apprises de votre perspective? Qu'est-ce qui fonctionne? J'ai deux perspectives, en fait, parce que j'ai travaillé longtemps dans l'industrie, 25 ans, 16 chez Pratt & Whitney, 9 chez Bombardier. Là, je suis depuis 3 ans à l'ETS. Donc, j'ai la perspective des deux côtés. Donc, ce qui marche, évidemment, ce qui ne marche pas en collaboration universitaire, évidemment, c'est ce qu'on appelle le saupoudrage. Donc, pas de vision claire, on investit un projet de 3 ans, puis on n'a pas de vision pour la suite du projet. Donc, ça, on en voit beaucoup. On voit aussi un autre facteur d'échec, c'est le... comment je pourrais dire, le détachement du partenaire industriel par rapport à la recherche, par rapport à ses collaborateurs universitaires. Où il va tenir ça at arm's length, comme on dit. Donc, les universitaires sont frustrés parce qu'ils vont développer une technologie qui se retrouve sur les tablettes qui n'est pas absorbée. Moi, quand j'ai travaillé chez Pratt et Bombardier, j'avais un autre modèle de collaboration. Donc, évidemment, chaque entreprise développe comment je pourrais dire, sa feuille de route technologique, sa technology roadmap. Et on identifie des points où il y a des nœuds technologiques et on identifie des collaborations possibles avec l'université. Parce que l'entreprise privée ne peut pas tout faire. Il y a tellement d'idées que c'est tout à leur avantage d'utiliser le parc ou enfin des collaborateurs universitaires pour, évidemment, des technologies de basse maturité. Donc, le nouveau modèle qu'on établit avec Espace Aéro, c'est de faire collaborer directement ensemble, co-localiser des universitaires, des PME, tout ça, mais à bas TRL. Évidemment, plus le TRL, Technology Readiness Level, plus on progresse en maturité, plus la compagnie, évidemment, veut garder pour elle la technologie qui émerge. OK, ça, c'est naturel. Pratt a une clientèle qui est une clientèle qui est en concurrence directe avec Bombardier et vice-versa. Bombardier installe des moteurs qui sont faits par les fabricants directement en concurrence avec Pratt. Donc, évidemment, ils ont intérêt à collaborer, c'est bien, mais jusqu'à un certain niveau de maturité qu'on appelle pré-compétitif. Mais par contre, ce qui marche, c'est quand le partenaire industriel comprend bien les contraintes du côté universitaire. Donc, quand on lance un projet, ça prend du temps pour entraîner les étudiants, les former pour qu'ils deviennent productifs. Donc, un étudiant au doctorat devient productif, au point de vue recherche, après 2-3 ans. Ensuite, maîtrise un peu plus court. Donc, les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Et donc, des investisseurs privés souvent arrivent puis ils disent « je suis prêt à investir, mais il faut que le projet soit ficelé à l'intérieur d'1 an. » Bien, ça n'arrivera pas parce que ça me prend des mois pour négocier une entente légale. Ça prend un certain temps pour recruter les étudiants, les former, et puis en général, donc on n'est pas dans la même échelle de temps. Donc ça, c'est un... ne pas oublier ça. Ensuite, ce qu'on répète souvent en termes de proposition d'affaires, si tu crées une chaire
si tu investis 100 000 dans une chaire, par exemple, qui est étalée dans le temps, par exemple 5 ans, avec tout le leverage qu'on a disponible au Canada, ça nous donne l'équivalent de 5 à 6 personnes qui travaillent pour toi, le partenaire industriel, pendant tout ce temps-là. Et tu as vu beaucoup de stagiaires, d'étudiants en maîtrise, au doctorat, et tu te retrouves avec une population que tu peux recruter éventuellement. Par exemple, chez Pratt, c'est un véhicule important de recrutement. Dans les chars qu'on a avec eux, ils en recrutent 1 sur 3. Donc, c'est quelqu'un que tu vas recruter pour la technologie qui va être là dans quelques années chez toi. Donc, ça, c'est pour moi évidemment, il y a aussi ce qui marche, c'est la mutualisation d'équipements, comme Mélanie a parlé. Les équipements coûtent cher et sont chers à entretenir aussi. Donc, ça, c'est un défaut qui est à corriger à long terme. Voilà. Merci. Abba, now, so CAE is highly collaborative. I can observe that every day. Please tell us a little bit how you are using collaboration to drive further the integration of digital technologies so that we can get the best bang for the buck, for every buck in aerospace. Sure. So we are sitting very uniquely at the intersection of regulators, OEMs, the technology sector, and the airlines. So our goal is to actually work with all the 4 big collaborators. Specifically, as an example, in the world of defense, it's not very regulated industry as to train a Eurojet fighter. It's not very regulated, the amount of takeoffs and landing they have to do compared to commercial aviation. So what we do is we work with our customers directly, which include defense forces, and influence them to actually have less live training sessions and move more towards simulators to reduce the carbon emission. In space of civil aviation, we work very actively with the FAA, with EASA, about safety. Safety is key to us. So our goal is, if you look at the way that we train our pilots today, is a little bit more prescriptive. It's what is called prescriptive training, but we are actively working with EASA, with FAA, more towards competency development. And that is being done through digital technology. What we do is we collect data from the simulators, we collect data from the live flight thing, and we look at the competency of the pilots rather than just driven by certain standard operating procedures. We are collaborating. We just did a big deal with Singapore Airlines, where we are co-developing biometrics so that we can look at the stress level of a pilot in very unusual situations, and we can see where is their gaze, because that's something an instructor can't see from behind. So we are right now working with them hand in hand to capture the biometrics, use that data to increase the competencies of the pilots. So we are collaborating with everyone in this space. Boeing is an active collaborator with us, where we are jointly developing competency-based training and working with them so that the pilots on Boeing systems are much more competent. So really our goal is to work with the whole value chain, the whole supply chain, be it our suppliers, our vendors. We work actively with Apple to apply mixed reality right now. So we are working with them on Apple Vision Pro glasses to see how we can apply mixed reality-based training, even to reduce the carbon footprint, even from the full flight simulator. So we are really trying to shift left as much as we can and collaborate in this space. Thank you. Jean? En fait, je vais renforcer un peu ce que Mélanie disait. Je pense que les jours où le fabricant d'avions envoie une spécification aux fabricants de propulseurs, aux fabricants de moteurs, je pense que ces jours-là, si on veut améliorer quelque chose qui est vraiment très bon, déjà, il faut qu'on passe à travers ces barrières-là, puis il faut qu'on travaille ensemble. Parce que même l'électrification amène quelque chose d'intéressant. Une machine électrique, il y a beaucoup de densité de puissance. Le problème, c'est l'énergie. Mais il y a quand même certains coins d'enveloppe où on dimensionne le moteur aujourd'hui qui pourrait être optimisé parce qu'on aurait accès à cette énergie-là de plus. Donc,
il faut que les gens qui sont les intégrateurs comprennent les possibilités des technologies qui sont développées dans les entreprises. Puis, il y a des compromis qui peuvent être faits au niveau de l'aile, au niveau de l'avion, du fuselage, par rapport aux briques qui sont développées. Donc, il y a un aspect de collaboration là qui est important. Il y a beaucoup de barrières à ça, la propriété intellectuelle, le monde académique qui trouve un paquet de solutions, qui cherche des problèmes. Il faut améliorer cette communication-là. CRIAC travaille fort là-dessus, mais je pense qu'il faut décupler ces efforts-là. Donc, le premier élément, tant qu'à moi, de collaboration, il est là, il est au niveau technique, puis il faut passer à travers les barrières légales, mais en tout cas, ça, c'est une autre chose. L'autre élément qui est important, c'est financier. On a des belles collaborations avec nos gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux. Ça ne peut pas être juste la saveur du moment. Développer des technologies, c'est difficile, c'est long. Et on pense que c'est long, puis c'est encore plus long qu'on pense. Donc, c'est un marathon, donc il faut être là pour le long terme. Donc, moi, j'applaudis ces initiatives-là, la zone d'innovation, puis les volontés de nos gouvernements d'avoir des fondations qui supportent le long terme. Puis il faut que ça transcende les partis politiques dans le temps. Là. Mais je pense que c'est le deuxième élément de collaboration. En fait, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement. Puis de comprendre que ces choses-là, c'est long, c'est un marathon vraiment. Et puis il ne faut pas lâcher. J'aimerais poursuivre avec toi, Jean, au niveau des voies à suivre. Offre-nous une fenêtre sur l'avenir. C'est quoi les grandes étapes, les milestones que vous voyez chez Pratt et dans l'industrie? Bien, il faut qu'on continue de maturer les technologies, de prendre des risques. Encore là, le financement de ces risques-là, est important. On a des belles collaborations. Donc, il faut continuer de faire ça. Il faut avoir des petites victoires. Des petites victoires à mesure qu'on avance. Il faut avoir ces victoires-là. Et puis, essentiellement, c'est ça. C'est de ne pas lâcher. Nous, on fait un de mes projets phares, c'est l'avion hybride électrique qu'on est en train de faire. Puis ça, la clé de ça encore, c'est un système qui est comment dire, agnostique à la source d'énergie, mais fondamentalement, il réduit la consommation d'énergie. Donc, la clé, elle est là. Il faut continuer de pousser ces technologies-là. Il faut travailler ensemble. Et puis voilà, c'est ça l'idée. Merci. Maintenant, Patrick, avec ta double perspective industrielle et académique, j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue sur l'alignement entre la recherche et la formation du point de vue des universités et des centres collégiaux, leur alignement avec les besoins de l'industrie pour justement passer les grandes étapes, arriver à la décarbonation. Est-ce que vous trouvez que l'alignement est optimal? Quelles sont les choses que vous essayez d'atteindre, les objectifs que vous essayez d'atteindre à l'ETS, par exemple? Bien, quand on a créé le programme de bac en génie aérospatial, évidemment, les empreintes ou l'empreinte digitale de tous les intervenants dans tous les joueurs dans le secteur aérospatial au Québec, on les a consultés à travers des tables rondes. Donc, l'alignement est bon. On a un programme où on veut former ce qu'on appelle les intégrateurs. Donc, moi, j'en suis pas un, je suis plutôt un spécialiste, je suis un aérodynamicien, mais il était là le besoin, d'après moi. Les autres formations n'étaient pas assez complètes. Évidemment, chacune des autres disciplines de génie, évidemment, ont des orientations, des axes thématiques aérospatiales, mais ça ne donnait pas, comment je pourrais dire, un ingénieur assez complet. Donc, évidemment, la première chose qu'on essaie de leur transmettre, c'est qu'on apprend à apprendre. C'est ça le but des études. On dit qu'après 3-4 ans, après avoir gradué, on est déjà désuet. Donc, il faut continuer à apprendre tout au long de sa carrière. Donc, ça, c'est quelque chose évidemment qu'on pousse chez les étudiants. Puis maintenant, je veux revenir, donc là, on a parlé de formation. Évidemment, il y a on introduit les étudiants aux nouvelles technologies, ça c'est certain. Donc, il y a des mises à jour de cours, etc. Il y a de l'introduction de nouveaux contenus. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est de comment je pourrais dire, de la décarbonation, on parle
ce qui se passe ici à Montréal et au Québec. Mais il ne faut pas oublier que l'industrie aérospatiale, c'est une industrie qui est mondiale. Donc, c'est sûr que c'est centré États-Unis, Europe et Canada. Je pense que c'est important pour la zone ou enfin la grappe aérospatiale au Québec, au Canada, c'est de voir ce qui se fait ailleurs. Parce qu'il se passe des choses ailleurs dans la décarbonation de l'industrie. On a à apprendre. Dans notre cas, on regarde plus vers le futur, mais ailleurs, en Europe, aux États-Unis, ça a lieu maintenant, présentement. Donc, on aurait intérêt à s'intégrer dans un écosystème mondial et non juste régional, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, puis, pour aller voir ce qui se fait ailleurs, bon, évidemment, les professeurs, les chercheurs, ça, c'est un vecteur possible. Évidemment, chaque compagnie ici vend à l'extérieur. Donc, chaque compagnie, les grosses compagnies comme Pratt, Bombardier, Airbus, Boeing, sont évidemment tournés vers le monde. Enfin, Boeing vient voir ce qui se fait ici, c'est certain, mais eux sont branchés sur ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est important pour notre écosystème de se brancher sur ce qui se fait ailleurs. Comme Mme Fournier l'a expliqué, 90% des produits qu'on fabrique en aérospatial sont exportés ailleurs dans le monde. Donc, cette prise de conscience-là est importante, je pense. Merci. Now turning to Abba. So, in terms of what's next, what's the cool stuff that CA is working on that to inspire the audience during this breakfast? There are a couple of things that we are working on. I'll say that we are really trying to integrate all the disruptions that's happening in the world of tech and bring those innovations to make the aviation industry both sustainable, see how we can work with all our collaborating partners. But specifically, if I can say, we are moving away a lot from any kind of digital processing that requires high energy consumption, and we are taking it to cloud. So we are really looking at green IT. And green IT means how do we reduce, just as an example, just last year, we decommissioned almost 300 different servers that resulted into multiple tons of carbon emission because they were 7-year-old and we moved to cloud. So a lot of cloudification that we are working on. The second tech that we are working on is mixed reality. As you all know, that training is required by regulation, and every 6 months when the pilots come, 2 missions that we are driving is how can we reduce the amount of live training on the actual aircraft, move towards simulators, but also simulators where we can take training now in the houses. More train in your place, using your laptops through wearables. So we are working on a lot of wearables right now. How you can do some initial training by using wearables like Apple Vision Pro, any kind of mixed reality device. The third technology that we are working on is AI and data, which is kind of the most talked about thing. Just to give you an example, right now we are sitting on 4 petabytes of data, which is the biggest amount of data, for every kind of aircraft that tells us a pattern on training to really apply data and AI to use it for more effective training and increasing the competencies. And the fourth piece that we are working on is application of AI with operations research technology. Because when the aircrafts are actually flying, sometimes they do not have the most optimal flight plan. So we are looking for every second of optimization of the flight plan so they can have less fuel consumption. So there's a lot of things that we are working on where we are bringing in the disruption in tech in the world of aviation. Thank you. Merci. Maintenant, Mélanie, toi et moi, on partage une obsession commune, c'est vraiment la relève. Le bassin de talent. Donc, je vais te laisser la main pour nous parler des besoins que tu vois, les pistes à suivre, ce qu'on peut explorer pour la prochaine génération, s'assurer qu'on a un bassin de main-d'œuvre et d'experts capables de nous amener au prochain niveau dans les prochaines années.
Ben, en fait, tu as raison, Guillaume, de dire que c'est une obsession pour nous deux, mais aussi pour toute l'industrie aérospatiale, parce qu'on doit se rappeler qu'on a 42 000 travailleurs présentement en aérospatiale, mais dans les 10 prochaines années, à cause des départs à la retraite et grâce à la croissance du secteur, c'est 38 000 travailleurs qu'il va falloir qu'on fasse entrer dans notre secteur. Donc, comment on va faire ça? Il faut être attractif. Tout le monde est en pénurie de main-d'œuvre. On va pas changer ça du jour au lendemain, mais il faut continuer à faire rêver les gens pour les attirer vers notre industrie. Comment on les fait rêver? Comment on fait rêver la nouvelle génération? Ben, c'est vraiment en parlant de décarbonation. C'est en parlant aussi des nouvelles formes d'aéronefs. Les aéronefs ont la même forme depuis 60 ans. Là, on est en train de parler d'ailes volantes. On est en train de parler de taxis volants. On parlait d'eVTOL. Ben, c'est ce qui va contribuer à attirer la jeune génération. Comment on va le faire? Ben, c'est en travaillant ensemble. On a parlé de collaboration ce matin. Donc, en travaillant les universités, les industriels, les associations, les gouvernements aussi. L'annonce d'Espace Aéro, encore une fois, je pense que ça met la lumière sur notre secteur, sur des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de travailler qui vont attirer la nouvelle génération. Donc, c'est vraiment, on fait les bonnes choses, mais il faut le faire encore plus fort. Et naturellement, je ne peux pas passer sous silence le fait qu'on est quand même une industrie assez traditionnelle. C'est bien pour assurer la sécurité des passagers, mais il faut s'assurer de mettre des modèles de talents différents de l'avant. Donc, nos entreprises aussi doivent travailler sur leur marque employeur, doivent s'assurer que sur des panels, ben, on ait assez de femmes ou des gens issus de la diversité, puis que ces personnes-là accèdent aussi à des postes importants dans les entreprises. Donc, il faut mettre de l'avant ces nouveaux modèles-là. C'est ce qui va réussir à s'assurer qu'on va avoir tous les talents nécessaires pour continuer à être des champions en matière de certification de nouveaux appareils, en termes de fabrication, en termes de design de produits innovants. Voilà. Merci. Eh bien, il nous reste 1 minute. En terminant, je dirais que la décarbonation, on va y arriver. On ne sait pas comment. Il va falloir... Non, on sait comment. On a une idée. On sait comment. Il va y avoir Tout est là, mais il faut s'y mettre. Il y aura des essais, des erreurs, beaucoup de travail à faire. Ce qui est certain, c'est qu'on va devoir collaborer et puis qu'à Montréal est probablement le meilleur endroit au monde pour avancer. Merci.